Racines, traditions et trésors des régions françaises. Pour en garder la mémoire, les plus beaux reportages du journal de 13 heures sont rassemblés dans Vivre en France, 3 cassettes vidéo présentées par Jean-Pierre Pernaut. Vivre en France, une collection TF1 Vidéo. Les jeux traditionnels de nos provinces sont devenus au fil du temps de véritables trésors de notre patrimoine. Jeux traditionnels, une nouvelle cassette vidéo présentée par Jean-Pierre Pernaut dans la collection Vivre en France. Retrouvez la France comme vous l'aimez avec Jean-Pierre Pernaut. Langues, dialectes et patois des pays de France. Une nouvelle cassette vidéo dans la collection Vivre en France. Comme ça, quand il y en a qui nous embêtent, on leur parle breton et ils comprennent rien. Vivre en France, une nouvelle cassette de TF1 Vidéo, un nouveau voyage avec les plus beaux reportages du journal de 13 heures de TF1. Des paysages magnifiques, des métiers, des passions, des traditions. Ce sont nos racines, il faut les conserver et c'est aussi la France vivante telle qu'on peut l'admirer quand on s'y promène. Pour commencer cette cassette, une première bouffée d'air pur. On prend le bateau, on part au large de Toulon, dans les îles d'Hyères, à Porquerolles. L'été, il y a là-bas des milliers de touristes, mais en hiver, seulement une vingtaine d'habitants. Parmi les habitants de Porquerolles, les premiers, les plus anciens, les plus nombreux sont les poissons. Dans un rayon de 600 mètres autour de l'île, le parc national de Porquerolles leur assure une réserve. En été, chaque jour, des centaines de plongeurs descendent ici. Au mois de janvier, on n'y rencontre guère que les agents du parc national qui étudient et surveillent les fonds. Les mérous sont plus tranquilles, la nature reprend son souffle. En hiver, Porquerolles paraît presque rebelle. Le tranchant des falaises, l'escarpement des collines, la densité de la végétation lui donnent un air sauvage, un air de comptoir du bout du monde, à quelques kilomètres de Toulon. Plusieurs fois par an, la tempête empêche toute liaison avec le continent. À ces moments-là, les habitants cultivent peut-être encore plus que d'habitude leur attachement et leur passion pour cette île. Quand on a connu Porquerolles, c'est difficile de partir. Ah oui, ouais. Vous habitez Porquerolles, après vous partez, c'est fini, hein. C'est fini, hein. Ah. C'est plus ça, hein. Ah, ça vaut pas Porquerolles. Non, ça vaut pas Porquerolles. Ça vaut pas Porquerolles, rien ne vaut Porquerolles. Ce refrain, la plupart des enfants qui sont nés ici, ceux qui ont grandi sur l'île et sont passés par l'école, le chanteront toute leur vie. Comme Danielle, l'institutrice, porquerollienne de souche. Quand j'étais petite, je jouais à la maîtresse d'école, donc pour moi, Porquerolles, il n'y a rien de plus beau. C'était mon rêve. J'ai réalisé mon rêve de revenir dans mon école. C'est comme ma maison, en fait. Quand j'ouvre la porte, j'y suis particulièrement bien, quoi. Au cœur de l'hiver, l'école ne compte que 3 élèves. Mais dès le mois d'avril, ils seront une dizaine quand les saisonniers reviendront sur l'île. En attendant, le calme règne à Porquerolles. Il reste une vingtaine d'habitants à peine, un seul restaurant ouvert, une poste, un pêcheur, un employé de mairie et les agents du parc national qui entretiennent toute l'île et ses forêts. Le retour des enfants du collège ou du lycée le vendredi soir est une des rares animations. Mais l'île a besoin de cette coupure. L'été, Porquerolles arrive à saturation avec 2000 piétons qui débarquent chaque jour et des centaines de bateaux nichés dans les petites criques comme la baie de Portmont. Bien, en été, ici, juillet et août, essentiellement, on arrive à 100, 150, voire 200 bateaux qui viennent mouiller ici. Ce qui représente à 4 personnes par bateau en moyenne, un véritable village, avec tous les problèmes que ça pose, d'hygiène, de poubelles, de sécurité. C'est vrai qu'on est envahi, mais alors qu'est-ce qu'on apprécie l'hiver? Parce que ça se vit en 2 fois 6 mois. Si c'était 12 mois d'été, ça serait l'enfer. Si c'était 12 mois d'hiver, ça serait pas bien non plus. Tandis que là, on nous fait vivre notre île 2 fois 6 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous lâchent et on a un rythme de vie extraordinaire. Alors là, c'est... Hein, on a le temps de manger tranquille, on a notre île qui est à nous, on a nos champignons, on a tout, et puis on a besoin qu'ils reviennent, parce que malgré tout, il faut refaire le plein. Hein. Pour les belles promenades sur les sentiers, on attendra à février et les premières floraisons de narcisses, de lentisques et de bruyères. Janvier, c'est le mois paisible.
La période d'hiver nous permet justement de pouvoir venir se détendre un peu à la mer. Essayer d'attraper un poisson pour manger. Jean-Claude Ferry, lui, le dernier pêcheur professionnel de Porquerolles, devrait être à la retraite depuis 3 ans déjà. Mais il continue à sortir, lancer ses palangres et ses filets à rouget, parce que cette pêche fait partie du décor et du plaisir de l'île de Porquerolles. Le bonheur de vivre là. Ma mère me disait oh, on est pauvre, c'est dommage, on n'a rien pu tout donner. Je dis mais vous m'avez fait naître dans un pays qui est déjà génial. Hein, c'est vrai que j'aurais très bien pu naître dans un pays minier, qu'est-ce que j'aurais fait? Tandis que là, quand on lève les yeux, déjà on est en vacances. Et ça, c'est, à mon avis, la réussite de ma vie, ça c'est de n'avoir jamais envie d'être ailleurs. Je ne pars pas en vacances et je n'ai pas envie d'y aller, mais jamais. À aucun moment. Le seul bonheur que j'ai, c'est d'aller sur l'eau. Alors quand on passe toute sa vie comme ça, c'est fantastique. Hein. L'hiver au soleil de Porquerolles, bien sûr, c'est formidable, mais en Lozère, le climat est déjà un petit peu plus rude. Alors, pour réchauffer l'atmosphère, certains ont créé un festival, rien à voir avec Avignon ou Cannes, c'est du théâtre à la ferme. Pour un soir, à la baraque de la Motte, près de Langogne, une grange s'était transformée en salle de spectacle. On va chauffer un petit peu la pièce parce que on arrive à des températures chez nous ici à des moins 15 degrés. Alors les gens n'aiment pas trop avoir froid quand ils viennent voir un petit spectacle. Alors on a improvisé des chauffages, disons, de fortune, quoi. En hiver, la Margeride est un des coins les plus froids de Lozère. Les fermes y sont encore plus isolées que d'habitude. Les vaches rentrées, tout le travail se fait à l'intérieur et chacun se replie sur soi. Mais à la baraque de la Motte, on ne l'entend pas de cette oreille. Alors le garage de la ferme, qui était autrefois un relais de diligence, accueillera ce soir un one-man show. Ça fait de l'animation pour vous? Un peu. Heureusement. Heureusement quoi? Ça fait vivre le pays. Et justement, pour rester dynamique dans ce pays qui se dépeuple, Joël Saint-Léger n'a pas hésité longtemps quand on lui a proposé d'accueillir une soirée du festival une fois par an. Si personne ne s'investit, il n'y aura jamais rien. On sera toujours des oubliés. Tandis que si quelqu'un essaye, malgré ses médiocres moyens, quoi, disons, essaye de faire quelque chose, eh bien, peut-être que quelque part, ils nous reconnaîtront, quoi. Les feux de la rampe vont donc briller pour un soir sur la baraque de la Motte. Il faut aménager le garage, mais aussi veiller au grain, car le travail de la ferme continue. La fête se prépare bien, mais là, on va aller faire un accouchement. Il y a une vache qui est prête à faire le veau, et on va y aller. Il faut tout faire en même temps. Tout en même temps. Oh, mais c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Allez, on y va. Ouais. Voilà. Pendant ce temps, Doubi, l'artiste, se prépare. Allez, petit. C'est bon? Et lâche. Le veau boit son premier lait, la salle achève de se transformer, Joël règle la chaudière, mais voici qu'arrive un maquignon pour acheter une vache. Non, pas 10 000. Non. Si. Non. Eh ben, c'est 7 000. Ça, tu m'enlèves 10 000 ou je la prends pas? Ah non, mais je veux, tu la laisses. Allez, on les met. Non. On les mangera Écoute-moi. au bistrot. Écoute-moi. Pourquoi tout le monde gagne sa vie? Écoute-moi, j'y suis allé droit, je lui ai dit 7 000, j'ai demandé 72, j'ai sorti 20 000, c'est 7 000 ou rien du tout. Voilà. Combien t'as mis? Voilà. Eh, vendu quand même. Là, ça marche. Voilà. Une poignée de main, peut-être, non? Ah, pourquoi pas? Ah, ça se là. Vendu! Ça, c'était pas prévu, ça? Ah non, pas du tout, non. Hein? Et non, pas du tout, mon père. Je ne devine pas s'il va passer aujourd'hui ou demain. Ou... En plus, je ne lui avais pas dit de passer ni rien. Et on met tout se fait en même temps, il ne faut pas s'affoler. Tout se fait en même temps. T'inquiète pas. Allez. Tu verras tout à l'heure, tiens. Ce sera super. Voilà,
Après une journée de travail, tout est fin prêt. L'étonnant festival peut commencer. Le pari, c'est de faire se rencontrer la montagne où certains pourraient s'imaginer qu'on ne va pas, avec des spectacles de qualité et un public qui se déplace malgré l'hiver. Le public, il se presse. 120 personnes dans la salle pour un village qui compte à peine 40 habitants. Les sorties ne sont pas si fréquentes par ici. Il est venu par le Shinkansen, le TGV japonais, il est parti il y a 15 ans, Tokyo-Langogne, il est là ce soir. On a passé une très bonne soirée. Ouais. Ouais, c'était extra. C'était vraiment très bien, ouais. Vraiment super impressionnant. Ouais. Je trouve que c'est formidable qu'il y ait des spectacles comme ça dans une commune, une petite commune comme ça. Alors, cette soirée, ça vous a plu? Pour moi, c'était super, mais j'avais peur. J'avais peur quand même, parce que je ne m'attendais pas à une foule pareille. Le lendemain, sous le soleil, la Margeride paraissait encore plus belle. Heureuse peut-être du plaisir qu'on avait pris à se retrouver le temps d'un spectacle et d'une veillée à la baraque de la Motte. Dans la campagne, en tout cas, il y a un accessoire typique qu'on trouve quasiment partout. Quand on nous caricature à l'étranger, on nous montre toujours avec une baguette de pain et un béret, le fameux béret basque. Il ne reste actuellement que 3 fabriques, toutes les 3 sont situées dans le Béarn, mais béarnais, basque ou français, qu'importe, le béret, c'est un art de vivre. Ah, moi je suis basque, oui, à 150%. Le béret, c'est mon identité. Je porte tout le temps. Je l'ai vissé sur la tête. On peut le mettre, ce qu'on appelle en basque, chourout. On peut le mettre sur la cochère, à la gavroche, là, si vous voulez. On peut le mettre comme ça, à l'argement foutiste, là. Il n'est pas lourd le béret, on le porte facilement. On le salit souvent, il faut le laver souvent. Les chaussures, on les achète, on ne les nettoie jamais. Au lit aussi, je dors avec le béret. Quand le basque le tourne souvent, là, il y a quelque chose qui va mal. Il faut se méfier. Alors, la naissance du béret, ce sont les bergers qui les tricotaient et comme le tricotage n'était pas assez dur, ils baignaient pour les affermir un petit peu dans l'urine des brebis, ce qui le rendait hermétique et imperméable. Vous avez pissé dans votre béret? Il m'arrive que, à vrai dire, non. Mais si je l'ai fait, personne ne l'a vu. Entre légende et vérité, une certitude, le béret trouve son origine dans les montagnes pyrénéennes. Mais c'est sous le vocable béret basque qu'il a conquis le monde. Petite histoire du béret. Au début, ce n'est qu'un fil de laine tricoté en rond. Immense, encore informe, la chose est plongée dans une cuve d'eau chaude et pilonnée pendant des heures par de gros maillets de bois, les foulons. Au foulonnage, la laine rétrécit, se feutre, ainsi naît le béret, mais il y a béret et béret. Sur un béret civil, il y a la fameuse petite queue. C'est qu'au départ, on commence à tricoter le béret par le centre. Et ensuite, sur les bérets militaires, ça a été supprimé parce que sur les machines modernes, on peut très bien tricoter sans avoir besoin de laisser cette partie de fil à l'extérieur. Le béret est certainement beaucoup plus porté dans le Béarn et dans le Pays Basque que dans le reste de la France. Et puis surtout, en plus, dans le Pays Basque et le Béarn, vous vendez du grand béret.
Alors que dans les Landes, c'est le petit béret. Le béret n'est pas la coiffure de Monsieur Tout-le-Monde. S'il a remplacé le calot chez les militaires, ses meilleurs partisans sont les paysans. Chez Pipolaki, il atteint 30% de la production bonnetière et les 13 opérations de la fabrication restent inchangées depuis des décennies, y compris le soin du cabillou, la queue. Je vérifie le béret. Je regarde s'il est bon, s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas de taché. Je rase la queue. C'est super un béret. Et puis c'est la coiffure des Français, qu'on le veuille ou non. C'est un petit peu tombé dans l'oubli et c'est dommage, peut-être que la mode reviendra. Si un jour vous portez le béret, sachez d'abord que ça ne rend pas chauve. Ça peut vous protéger des bosses et si vous allez à l'étranger, on ne vous demande jamais d'où vous venez. Avec le béret, le paysan du sud-ouest marque son humeur, voire son autorité. Ailleurs, dit-on là-bas, quand un enfant n'est pas sage, on prend le martinet. Chez nous, on lui flanque un bon coup de béret. Dans le nord, maintenant, les mineurs n'avaient pas de béret, mais un casque avec une lampe. Aujourd'hui, toutes les mines de charbon ont disparu, sauf une, et elle est devenue un musée. C'est à Leward, près de Douai, et ce sont d'anciens mineurs qui servent de guides et qui font revivre leur métier le temps d'une visite. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les puits sont fermés. Pourtant, signe d'activité autrefois, une molette tourne encore. C'est celle de la fosse de Loy, qui abrite depuis 1984 le centre historique minier de Leward. J'ai tout simplement suivi les traces de mon père, puisque lui, il est arrivé en 1921 avec ses parents. Il est descendu à l'âge de 13 ans. Et il a fait une carrière d'une trentaine d'années, environ 35 ans au fond. Moi-même, je suis descendu à 14 ans et demi au fond. J'ai suivi sa trace. Pour subvenir un peu aux besoins de la famille, il fallait travailler, il fallait absolument gagner de l'argent. Particularité, ce musée, qui a déjà reçu plus de 800 000 visiteurs, a choisi pour guide d'anciens mineurs. Certains ont même remis en route des machines d'extraction. Avec une trentaine de ses collègues, Francis Radoszewski fait partager la vie du mineur, sa vie, son travail, son quotidien. Pourquoi la salle des pendus? Tout simplement pour faire sécher le linge et gagner, bien sûr, de la place. C'est pas une nostalgie, hein. C'est devenu une habitude, puisque on prend chacun son groupe, on se dirige avec son groupe dans les différentes salles d'exposition, les galeries en même temps. Chacun explique à sa manière ce qu'il a vécu, hein, ce qu'il a souffert au fond. Cette lampe à basine ne servait pas à l'éclairage au fond, elle ne servait uniquement qu'à détecter les teneurs de grisou. Le mineur, pour l'obtenir, déposait son jeton, et en même temps, ce jeton servait de moyen de contrôle, on savait s'il était encore au fond ou au jour. Ce qui me fait toujours un peu surprendre, ce sont surtout les veuves de mineurs qui viennent de temps en temps dans des groupes organisés, qui ne savaient pas ce que leur mari avait souffert durant tant d'années. Bien, on est parti pour moi 480 mètres, à 8 mètres secondes. C'est la première descente qui compte. Ça vous prend un peu au trip, ça remonte. Après ça devient une habitude. Si vous voulez bien me suivre, on va diriger maintenant vers les galeries. Comme le veut la tradition minière, de 14 à 18 ans, Francis Radoszewski est embauché comme galibot, c'est-à-dire apprenti mineur. Il pousse les berlines, amène le matériel ou encore aide de vieux mineurs. Alors ici, vous êtes dans un chantier de 1906, une taille oblique. Du temps de Germinal, ils abattaient la veine de charbon que vous voyez là avec des pics, des rivelaines. 1906, c'est l'arrivée de l'air comprimé et en même temps, on va démarrer à déhouiller, à abattre le charbon avec des marteaux-piqueurs. Pour vous donner un petit peu l'idée du bruit dans ce chantier, le bruit, la poussière, ça manque. C'était un travail très dur, très difficile, c'est vrai. Mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Alors je vais vous parler des chevaux qui passaient une grande partie de leur vie au fond. Ces braves bêtes savaient parfaitement le nombre de berlines qu'ils devaient tirer. Si celui-là devait tirer, par exemple, 13 berlines, il ne fallait pas en accrocher 14 parce qu'il comptait ses berlines au déclic décroché. Donc je répète, le cheval ne remontait presque jamais. Et bon, son espérance de vie, bon, c'était 4-5 ans. Et bien souvent, il mourait, c'était par accident. En 1900, c'était très difficile d'y travailler. Moi, j'ai connu des chantiers dans VNB, à la fosse 4 de Lens. Des amis qui ont travaillé sous la cuvette de Vermel, au 13 du Lu. On était quand même à la limite des possibilités humaines.
35-36 degrés de température environ, c'est la Côte d'Azur plus les poussières. Alors on change d'époque. Le soutènement marchand qui remplace bien sûr le bois et les étançons métalliques, une taille-aveuse, la longueur d'une telle taille, 120 mètres, 140 mètres de long, qui remplace tout simplement les hommes au marteau-piqueur. Francis Radoszewski a passé 20 ans au fond. À 34 ans, il doit remonter pour maladie professionnelle et les houillères lui trouvent un autre emploi. Aujourd'hui, cette mine de souvenirs qu'il raconte avec fierté lui inspire également quelques regrets. Pour nous, c'était un avantage toujours d'avoir une formation continue. Maintenant, est-ce que vous voyez encore une entreprise capable, comme les houillères, de faire ce que les houillères ont fait, c'est-à-dire de former leur personnel, leurs jeunes? Bon, Germinal, c'est dommage qu'il a fallu tant de temps, l'arrêt total des houillères, pour en parler. C'est dommage qu'il n'ait pas arrivé une quinzaine, vingtaine d'années en arrière. Je crois qu'il aurait fait beaucoup plus d'impact. Partons à présent à la découverte d'une autre tradition. C'est même le plus vieux métier du monde, non pas celui auquel vous pouvez penser, c'est le taillandier qui forge des outils depuis des siècles. En France, il n'en reste qu'un, un magicien du métal installé à Orléans. Il en a fallu des artisans de talent et même de génie pour bâtir les cathédrales. En 1993, Saint-Étienne de Bourges est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Elle rejoint ainsi les plus belles cathédrales de France, aux côtés de Chartres, Amiens, Beauvais, Reims, Strasbourg ou Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale est toute puissante, présente tout au long de Bourges, posée au cœur de la ville royale. Ici même, en la cathédrale Saint-Étienne, Louis XI fut baptisé. D'emblée, on réalise que c'est là un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Elle a 800 ans et raconte comment vers 1160 les hommes voyaient la bonté de Dieu. Et aussi l'enfer. Comment, nous disent-ils, les démons les harcelaient, le mal les menaçait et les envoyait en enfer. En enfer où les crapauds rongeaient leurs seins dans la marmite infernale. Ainsi, on pesait les âmes. La cathédrale de Bourges est un poème de couleur. Les experts en beauté de l'UNESCO l'ont fait monument du patrimoine mondial sans hésiter. Et en plus, c'est une cathédrale qui est parfaitement intégrée dans la ville encore médiévale, qui l'enserre, dont elle est le support et qui en même temps la supporte elle-même. C'est une cathédrale sans transept, c'est un des traits de génie de l'architecte qui l'a conçue, de construire un grand espace libre à l'intérieur qui permet les grandes cérémonies et aussi la magnificence de l'archevêché de Bourges à cette époque. De la hauteur, de la clarté, de l'espace. Cette cathédrale est un triomphe d'équilibre que surplombe un orgue magnifique du XVIIIe siècle récemment restauré. Les vitraux somptueux du XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècle sont parmi les plus beaux de France et disent la légende dorée des saints. Les murs de la cathédrale se font verrières. Des verrières qui révélaient aux fidèles il y a 800 ans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une cathédrale qui est très connue dans le monde entier, un peu moins de la France d'ailleurs, me semble-t-il, mais de nombreux historiens, archéologues du monde entier viennent la voir, l'admirer. La cathédrale Saint-Étienne de Bourges a été conçue et construite en une seule phase et non par étapes successives. Faites-en autant, a l'air de nous dire cette petite face d'un des ouvriers bâtisseurs de ce très beau monument. On en a entendu dans ce reportage, le son d'un orgue dans une église fait aussi partie des images, ou plutôt des sons qui peuplent notre mémoire et notre vie. Il y a près de 8500 orgues en France, dont 600 sont classés monuments historiques. L'Alsace est la région qui en compte le plus, et même si les facteurs d'orgue éprouvent quelques difficultés, eh bien ils perpétuent avec énormément de passion l'art de leur métier.
J'ai évidemment commencé, comme tout organiste, à faire du piano, mais j'étais toujours attiré, étant enfant, par les sonorités de l'instrument que j'entendais le dimanche à l'église. Et c'est vers l'âge de 12-13 ans que j'ai commencé à essayer sur l'orgue. Et c'est cet esprit religieux qui vous intéressait dans l'instrument? À la fois l'esprit religieux et la sonorité elle-même. Là où je suis vraiment comblé, c'est lorsque l'organiste reprend à sa manière et à son niveau ce que je viens de dire dans l'homélie. Et c'est particulièrement sensible lors des enterrements. L'orgue n'a pas toujours été le complice du célébrant chargé d'élever les chants et les prières des fidèles. Ce sont les Égyptiens qui en auraient inventé le principe 200 ans avant Jésus-Christ. Les Romains s'en seraient servis pour leurs jeux de cirque, avant que le Moyen-Âge n'en agrémente les cours principaux.